Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. En effet, Emmanuel Macron l'a dit, il ne veut pas débattre avec les autres candidats. On l'a dit tout à l'heure, il y aura 12 candidats. Il estime que ce n'est pas de son niveau, il estime qu'on n'a pas besoin d'un débat, alors même que cette campagne présidentielle a été tronquée à la fois par le Covid et par la crise en Ukraine. Le débat, il peut aussi se faire avec les Français, il peut aussi se faire avec des journalistes, et c'est ce qu'a fait le président de la République, rien que sur la journée d'hier. Et puis vous verrez dans les jours qui viennent combien il ira au contact des Français, combien il ira se confronter avec les journalistes. Par contre, ce que ses prédécesseurs ont fait, c'est-à-dire ne pas rentrer dans une campagne où, dans le cas présent, vous avez 11 candidats qui sont contre vous avec un temps de parole identique. Je prends un exemple, vous donnez 5 minutes à chacun des candidats, vous arrivez à une situation où vous avez 2 heures de candidats qui vont dire et critiquer Emmanuel Macron, et puis on lui dira, vous avez 10 minutes, seulement 10 minutes pour répondre. Donc ça n'est pas un débat, ça n'est pas un débat équilibré. Par contre, la confrontation, et en particulier avec les journalistes, me paraît absolument nécessaire. Le président s'y est prêté dès hier soir sur la question des droits fondamentaux d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc cette campagne peut avoir lieu. Est-ce que la crise ukrainienne doit avoir lieu? Est-ce que la crise ukrainienne, on sort de la crise du Covid, peut permettre au président candidat Emmanuel Macron de mener cette campagne et peut permettre de poser d'autres débats que ceux de la sécurité ou ceux de la défense? On pense naturellement au pouvoir d'achat, on pense à l'école, on pense aux droits des femmes, on va en parler. Vous pensez que c'est possible? Je pense que c'est possible et nous devons le faire, mais évidemment la crise et la guerre en Ukraine impactent à la fois les enjeux européens, impactent à la fois le quotidien des Français. Et donc le président de la République doit continuer à protéger l'Europe, à protéger la France et à protéger les Français. Et en même temps, le candidat doit projeter le pays sur les sujets que vous venez d'aborder. Il l'a fait dès hier et nous continuerons à le faire. C'est plié? Non. D'abord, ce serait une erreur de penser cela, parce que la vie politique montre que rien n'est jamais écrit. Et en plus, ce serait une forme d'arrogance. Or, moi, je sais, et je le répète depuis de longs mois, que l'arrogance peut tuer, alors que l'humilité, jamais. C'est un mot qu'il a beaucoup utilisé, l'humilité, dans les premières prises de parole, donc dans des vidéos qui ont été mises en ligne par l'Élysée ou lors de son débat avec les Français. Comme vous dites, il y a un problème d'arrogance dans l'image que peut renvoyer Emmanuel Macron dans ce début de campagne. C'est comme ça que vous l'analysez? Non, mais on est à l'écoute des journalistes. La première question que vous m'avez posée, c'est est-ce que c'est plié? Et si certains journalistes peuvent penser que c'est plié, ça veut dire qu'on pourrait se prêter à cette tentation-là. Et donc le fait de dire non, ça n'est pas plié, et oui, il faut être humble, je pense que c'est la bonne réponse. C'est aussi à vos troupes que vous le dites, non? Que ça n'est pas plié. Ils regardent les sondages, les supporters d'Emmanuel Macron et ceux qui seront amenés à voter au mois d'avril. L'idée, c'est aussi de solliciter la mobilisation de tous? Bien sûr, parce que cette campagne, elle doit être démultipliée par les parlementaires que je représente à l'Assemblée nationale, mais aussi par des ambassadeurs, par les maires qui se sont engagés, par les comités de soutien. Mais vous savez, dès le mois de septembre, rentrée parlementaire à Angers de mon groupe, j'ai tenu le discours que je vous tiens, celui de dire attention à l'arrogance, humilité, 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 notamment parce que dans le dialogue avec les Français, si vous voulez bien écouter ce qu'ils vous disent et que vous êtes sûr de vous, vous n'écoutez pas. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les Français? Aujourd'hui, l'inquiétude face à l'Ukraine, et puis une forme d'évolution où on entendait des qualités au président, mais aussi des reproches. Et là, on entend beaucoup sur les marchés le fait que, heureusement, qu'il est là. Parce que? Parce qu'il tient la barque, parce qu'il est un capitaine aujourd'hui dans les confrontations internationales, parce qu'il est un leader européen incontesté. Il commence à faire des propositions. La première, la suppression de la redevance télé. Alors, Éric Zemmour et Marine Le Pen considèrent qu'ils s'emparent d'une proposition qu'ils ont formulée depuis le début de la campagne. Macron fait du Zemmour. Il y a une énorme différence. L'un et l'autre veulent supprimer le service public audiovisuel. Moi, je suis très attaché, le président de la République est très attaché au service public audiovisuel. Par contre, la redevance télé est un impôt aujourd'hui qui est un impôt injuste, c'est un impôt archaïque, qui est adossé à la taxe d'habitation, et nous avons supprimé la taxe d'habitation. Et donc, nous prenons un engagement, celui de préserver le service public audiovisuel. Préserver, pérenniser le budget? Bien sûr, avec peut-être une référence que je connais bien en tant que parlementaire, c'est peut-être donner au service public les mêmes références budgétaires que celles que l'on donne au pouvoir constitutionnel, le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, le Sénat. C'est-à-dire un engagement dans la durée, un budget qui est versé en début d'année. Et vous savez que le coût global est de 3,9 milliards. Et donc, ce sont pris sur le budget de l'État et ces 3,9 milliards d'euros qui sont rendus aux Français en pouvoir d'achat. Le candidat a annoncé le triplement de la prime Macron, prime défiscalisée instaurée depuis 2020. Ça, c'est aux entreprises de la verser, la prime Macron. Ce sont les entreprises qui la versent sur leurs résultats. Donc en fait, il annonce le triplement d'une prime versée par les entreprises.
Il annonce la défiscalisation, alors Oui. si vous voulez. Non, mais vu qu'on est ainsi, il annonce la défiscalisation et la désocialisation qui existent déjà sur la prime Macron, qui a rencontré un vrai succès. Vous savez, ça relève de la participation chère au général de Gaulle et nous devons accompagner cela, la faire monter en puissance. Et donc, il a annoncé le triplement de la défiscalisation et de la désocialisation. Donc, c'est important pour les gens qui vous regardent ce matin. C'est pas le triplement d'une prime, il envoie un message aux entreprises en tant que candidat en disant il va falloir tripler cette prime qui sera ensuite défiscalisée. Et qui a très bien marché, nous l'avons mis en place il y a 3 ans maintenant, et qui, j'en suis sûr, va monter en puissance. C'est autant de pouvoir d'achat aussi, et c'est la valorisation du travail. Alors, c'est toute la complexité d'être président sortant et candidat, notamment sur l'école. Il dit qu'il faut remettre les savoirs fondamentaux et les mathématiques dans le tronc commun, toutes spécialités confondues. Et là, on entend une critique du bilan de Jean-Michel Blanquer. Est-ce que c'est le cas ? Vous savez, il faut toujours évaluer nos politiques. Et il faut regarder quelquefois avec un œil acéré nos propres bilans. Les politiques ont très généralement cette tendance de considérer que tout ce qu'ils ont fait est totalement formidable, tout ce que j'ai fait est totalement formidable, et donc on passe à autre chose maintenant. Non, et donc effectivement, ce besoin de porter les mathématiques dans les enseignements fondamentaux a besoin d'être renforcé. Jean-Michel Blanquer l'avait annoncé il y a quelques semaines, le président de la République l'a posé dans le débat, et je pense que c'est nécessaire. Donc, ce sera une évaluation avec humilité et sincérité du bilan du président Macron. Et pour l'évaluation, avec exigence, et je suis sûr que les journalistes ne manqueront pas de porter cette exigence nous sommes là. aussi. Alors, sur la question du pouvoir d'achat, qui concerne naturellement beaucoup les gens qui vous regardent ce matin et qui sont inquiets quand ils voient qu'on parle du gaz russe et de la volonté, par exemple, des Américains d'interdire les exportations de gaz russe, la crise va avoir un impact très fort. Le gel des tarifs décidé en fin d'année sera donc pérennisé. Là, c'est une annonce du président candidat. C'est une décision qui ne peut pas être annoncée d'ici à la fin du mandat. Mais c'était un engagement qui avait été pris, qui ne prenait pas en compte l'augmentation du prix liée à la guerre en Ukraine, mais qui prenait en compte les augmentations du prix que nous connaissions. Donc, à l'époque, porté par le président, par le gouvernement et Bruno Le Maire. Et hier, Bruno Le Maire a annoncé que, évidemment, cette protection des Français allait avoir un coût supplémentaire. Le coût supplémentaire est évalué à 20 milliards d'euros dans l'année. Mais évidemment, nous devons prendre en compte les mesures d'accompagnement des Français, mais aussi les mesures d'accompagnement de nos entreprises, de notre économie, du monde agricole. Et le président a demandé au Premier ministre de présenter un plan de résilience. Il s'est travaillé au niveau européen jeudi et vendredi. Et la semaine prochaine, des mesures concrètes devront être mises en œuvre pour préserver la France et donc aussi les Français. Avec un choc inévitable sur la question de l'énergie qu'il faut prendre en compte, il faut déjà commencer à dire aux Français qu'il va falloir peut-être vivre différemment, consommer moins. Est-ce que c'est des projections que vous faites en ce début de campagne, puisque on est à un mois de l'élection, mais on est au début de la campagne? Non, mais d'abord, moi, je ne dis pas aux gens de couper le radiateur parce qu'aujourd'hui, il faut se chauffer et je n'ai pas ce propos-là. Mais ce que nous faisons dans la construction de la projection énergétique, c'est à la fois répondre à l'urgence et des mesures de neutralisation des prix pour faire en sorte que les Français ne voient pas leur facture exploser, contrairement aux pays voisins d'ailleurs que nous connaissons. Mais c'est aussi se projeter à moyen terme. Quand aujourd'hui on fait le bilan du quinquennat et qu'on constate qu'on a rénové 1 million de foyers d'un point de vue énergétique, c'est autant d'économies d'énergie, donc d'économies sur les factures. Et nous nous projetons 700 000 interventions par an, parce que nous devons encore monter en puissance sur ce sujet. Et puis c'est aller plus loin, c'est le projet énergétique avec une baisse de consommation, 40% à échéance de 2040, avec une montée des énergies renouvelables, parce que l'enjeu est le nucléaire, parce que l'enjeu, c'est à la fois la décarbonation, mais aussi la souveraineté nationale en matière d'énergie. Mais là, elle est difficile à prendre, la décision, en tant que président et à la fois en tant que candidat vis-à-vis du gaz russe, par exemple. Est-ce que vous êtes de ceux qui considéraient qu'il va falloir aller dans ce bras de fer sur les questions énergétiques vis-à-vis de Vladimir Poutine, quelles que soient les conséquences que ça peut avoir pour les Français ? Quand on est dans une logique de guerre, et même si la France n'est pas en guerre avec la Russie aujourd'hui, il y a une guerre en Europe, elle a des conséquences. Et donc, on ne peut pas imaginer que les sanctions qui sont prises contre la Russie soient sans conséquences. Ouais. Ça vient d'être présenté juste avant que nous débutions notre entretien. C'était pour la Russie, ce sera pour la France, c'est pour les Français. Ah, mais les conséquences sur les banques françaises, par exemple, qui ont été évoquées tout à l'heure, même si nos banques sont peu exposées sur le marché russe, elles sont là. Et nous devons les assumer, mais du coup, il faut qu'effectivement l'État se mobilise pour accompagner les conséquences pour les Français. Mais l'objectif est qu'effectivement, nous puissions tous ensemble aider la démocratie et préserver la démocratie aussi en Europe et dans notre pays. La Journée internationale des droits des femmes, quand même, après 5 ans d'Emmanuel Macron au pouvoir, vous considérez que les droits des femmes ont progressé? Quel bilan faites-vous?
Oui, ils ont progressé sur toute une série de mesures. Est-ce que tout a été fait? Non. Et nous devons continuer à agir. Je pense que c'est un combat permanent. Mais nous avons aussi des avancées significatives sur le droit de la pension alimentaire que nous devons renforcer encore. Il y a quelques semaines, par exemple, le droit à l'IVG qui a été réaffirmé par une proposition de loi que nous avons portée, la PMA pour toutes. Quelle restera la priorité dans le deuxième quinquennat? Oui, parce que comme l'a dit le président, nous partions avec un retard important. Beaucoup de chemin a été fait. Est-ce que tout a été fait? Non. Et donc nous devons poursuivre parce qu'il en va même de la façon dont on vit ensemble. Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette interview quand vous le souhaitez en podcast.